Bonjour Pierre. Bonjour Isabelle. Je suis ravie d'être là et l'idée effectivement c'était d'échanger avec vous et avec vos invités sur la formation et comment ça va amener à lutter contre l'obsolescence accélérée des compétences. Aujourd'hui on a beaucoup de changements du fait du digital, il y a des métiers qui disparaissent et puis surtout une tension et une pénurie sur des nouveaux profils. Et l'obsolescence des compétences en fait ça fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le CDE qui le dit, une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Là où c'était 20 ans dans les années 70. Qu'est-ce que, en tant que fondateur et CEO d'Open Classrooms, tout ça vous inspire? Beaucoup d'espoir déjà, puisque ça veut dire qu'il va falloir former et éduquer de plus en plus de monde. Il y a plus de personnes dans une classe d'âge qui ont accès en fait à l'éducation au début, pour les jeunes par exemple, plus en plus de jeunes en enseignement supérieur. Mais il va falloir aussi reformer et monter en compétences toute la classe d'âge qui est en activité ou qui est demandeur d'emploi. Puisque vous le disiez, donc c'est 12-18 mois pour la durée de vie d'une compétence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui sort sur le marché du travail, on estime qu'il va connaître à peu près une quinzaine de métiers différents. 15 Une quinzaine de métiers différents, ça veut dire que toutes les quelques années, 2 à 5 ans, il va ou elle va devoir se reconvertir, monter en compétences et repartir dans un cycle de formation, plutôt un cycle de formation lourd. Donc la question, c'est comment on forme ces personnes-là qui vont être en termes de volume 3, 4, 5 fois plus nombreuses dans les années à venir. On estime que c'est à peu près au niveau mondial 1 milliard de personnes à reformer d'ici 2030. Je pense qu'en effet, il va y avoir une obsolescence des compétences, peut-être pas aussi rapide que vous le dites, mais en tout cas, il faut comprendre pourquoi la formation en ligne et la formation professionnelle, c'est absolument l'avenir. Pourquoi ça a changé par rapport à il y a même 10 ou 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, c'est qu'on est rentré dans une troisième révolution industrielle. Moi, je ne dis pas quatrième, on pourrait en discuter, mais en vérité, les révolutions industrielles sont épaisses dans le temps. Et cette révolution industrielle, on dit c'est le numérique, la robotique, c'est l'intelligence artificielle. En fait, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a comme retombée, cette intelligence artificielle qui est aujourd'hui vraiment incroyablement performante? Ça a comme retombée ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et cette économie collaborative, elle a une caractéristique majeure qui nous conduit vers vos métiers, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, des non-professionnels peuvent ubériser dans le quart d'heure des professionnels de la profession. Et c'est ça qui va obliger à bouleverser les tâches et les métiers, parce que moi je connais par exemple Airbnb à Paris, c'est une trentaine de jeunes gens qui gèrent une application d'intelligence artificielle, c'est tout. Mais dans cet Airbnb parisien, il y a 0 hôtelier, il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a pas de maître d'hôtel, il n'y a pas de cuisinier. C'est uniquement une application d'intelligence artificielle. De même qu'un gamin dans Seine-Saint-Denis peut se retrouver chauffeur de Uber grâce à Waze. Il n'a pas besoin d'apprendre les 3600 rues de Paris comme le faisait un vieux chauffeur de taxi. Et donc cette intelligence artificielle, elle va avoir comme effet d'impacter non pas tous les métiers, c'est peut-être la seule nuance que j'aurais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je peux me permettre, mais très humblement, ce n'est pas tellement les métiers qui vont être impactés, bien que certains le soient, mais toutes les tâches seront impactées. Et là, on aura besoin de vos métiers à vous pour compléter le travail de l'éducation nationale et de l'université publique, ou privée d'ailleurs, mais enfin sous contrat, on aura besoin d'aide. Ce que vous faites, ça va devenir absolument majeur. C'est le métier d'avenir par excellence, parce qu'on aura besoin de compléments à ce que fait l'État, et pour que justement les personnes qui ont besoin d'être reformées, ou ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont besoin de revenir dans l'emploi, et cette formation en ligne, cette formation professionnelle. Et donc c'est directement lié à cet impact de l'intelligence artificielle sur l'économie collaborative. En effet, tous les métiers sont irrigués par l'IA aujourd'hui. C'est totalement vrai. Les processus sont numérisés, les contrats de travail sont dématérialisés, les factures sont dématérialisées, etc. On injecte beaucoup d'IA dans toutes les opérations. Et donc, beaucoup de collaborateurs, finalement, ont l'opportunité de se concentrer beaucoup plus sur de l'analytique, sur justement également de la remise en cause également de processus en le rendant plus efficace, sur du conseil. Des choses plus stratégiques. Oui, des choses plus stratégiques, ou sur de pilotage économique, par exemple pour la finance, qui a eu beaucoup d'aide via l'IA également. Le numérique donne des terrains d'expression à l'apprentissage, je trouve, beaucoup plus intéressants qu'auparavant. Mais si on ne sait pas guider le collaborateur vers une finalité, il ne va pas se former pour se former.
Il va se former, il va faire l'effort de se former, de se remettre en question, d'avoir cette humilité aussi, de faire le deuil de ce qu'il est en train de faire pour épouser une autre façon de faire, seulement si on lui donne des perspectives de rebond dans l'emploi. Donc la redéfinition de l'emploi est très très importante. Avant, on était dans une formation assez standardisée, massifiée, classique, on était dans une salle de classe. Maintenant, on peut utiliser tous les formats qu'offre le numérique, le podcast, la vidéo, les MOOC, l'hybride. Comment est-ce que vous voyez le futur de la formation demain? Quand on regarde les enquêtes sur les craintes des salariés, dans l'entreprise, l'angoisse absolue des salariés aujourd'hui, c'est de perdre leur emploi. Et la deuxième angoisse des salariés aujourd'hui, c'est de ne pas être au niveau de l'emploi qu'on vous a confié, de ne pas être apprécié par le supérieur, quelques noms qu'on lui donne. On a là un champ de réflexion extrêmement important sur l'économie du bonheur. En termes, disons, d'humanité, de bonheur et de bien-être, ce sera absolument crucial pour garder son emploi, mais aussi pour être bien dans son emploi, et donc de ne pas être malheureux, simplement pas être stressé dans son emploi, d'avoir une compétence qui évolue tout au long de la vie. Pour rebondir sur la question du bonheur avec la pandémie, la question du sens aussi de son emploi a beaucoup évolué pour les particuliers, mais aussi au sein des organisations. Donc on le voit depuis le début de la pandémie, pas mal de personnes qui sont retrouvées en activité partielle, au chômage pendant un moment, et qui se sont du coup pas mal interrogées sur le sens de leur métier, ce qu'ils veulent réellement faire et à quoi ils veulent contribuer par leur emploi et par leur métier. C'est aussi une question pour l'employeur, pour la marque employeur, pour les entreprises, les organisations, comment on attire ces personnes-là avec cette question de sens, de bonheur, d'équilibre et d'impact en fait derrière les modèles économiques des entreprises. Et du coup, ça vient dans la formation parce qu'on a de plus en plus de monde qui viennent se reconvertir, mais que se reconvertir sur des métiers qui, selon eux, sont alignés à leurs valeurs, qui ont du sens, qui vont avoir un impact social, sociétal, environnemental. Donc c'est ça aussi qu'on essaie d'accompagner, c'est la transition numérique, mais c'est aussi la transition environnementale, la transition sociale qui a derrière ces tendances dont on a parlé. On a, selon les meilleurs économistes français, on a environ 2 millions de personnes en France qui sont inemployables. D'accord. Ce n'est pas qu'elles soient inemployées, elles sont inemployables faute de formation suffisante. Donc le principal problème du chômage en France, il est là. Et donc là, on a un problème de formation absolument considérable à résoudre. C'est-à-dire que la formation initiale n'a pas suffi. Et donc on a la principale cause de chômage, c'est quand même cette inemployabilité de 2 à 3 millions de personnes en France. On a besoin de ce bien-être au travail et donc d'une formation qui nous permettent, quand on a perdu un job, d'en retrouver un, et quand on en a un mais qu'on ne sait plus bien le faire parce que les tâches qu'on remplit sont impactées par l'IA et qu'on ne sait pas ce que c'est que l'IA, et qu'on ne sait pas utiliser les machines et les logiciels, on a besoin de formation. Déjà, il faut commencer par l'analyse des besoins des entreprises, parce que si on veut qu'elles trouvent un job, il faut les former sur les bons métiers, les bonnes compétences qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc on commence par là, l'analyse des métiers et des compétences, puis ensuite on va créer les curriculums qui correspondent. Il faut ensuite attirer, c'est le problème de l'orientation, hein, c'est vrai à l'école, mais c'est vrai aussi tout au long de la vie. La question d'un demandeur d'emploi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour trouver un job aujourd'hui si j'ai perdu mon emploi, j'ai pas forcément les compétences, quels sont les bons métiers, combien ça paye, est-ce que ça recrute à côté de chez moi, est-ce que ça va m'intéresser ou pas, est-ce que je peux le faire. Et puis après, il faut effectivement former correctement les personnes, certes sur les bons métiers, les bonnes compétences, mais comment on le fait à l'échelle. Nous, la façon dont on le fait, c'est avec une pédagogie mentorale, c'est-à-dire qu'on a un mentor toutes les semaines, qui est un expert du domaine que l'on étudie, sur lequel on se forme, qui va nous suivre en one-to-one, en vidéoconférence, chaque semaine, jusqu'à l'aboutissement et à l'obtention de son diplôme. La formation, ça a toujours été de toute façon l'outil pour développer les collaborateurs, les mobiliser sur de nouveaux savoirs et compétences. C'est pas très nouveau. Et en effet, ce qui est nouveau, c'est le cycle, le tempo de la transformation, qui est vraiment un rythme ultra soutenu et donc qui crée une tension quand même dans les équipes beaucoup plus fort qu'auparavant. Il faut croire dans les ressources internes. Si on veut croire dans la formation continue dans l'entreprise, il faut croire dans ces ressources internes. Il faut développer un environnement vraiment qui les met dans des situations d'apprentissage les plus favorables possibles parce que c'est pas simple de faire évoluer sa pratique du travail et changer de métier. Ça peut être très angoissant.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis la limite principale, c'est le niveau d'éducation. Ça, c'est le facteur d'inégalité le plus fort, moi, que j'ai constaté. L'enjeu de l'entreprise, c'est justement d'essayer de rééquilibrer les salariés qui sont mieux préparés que d'autres à affronter des transformations et des mutations comme on est en train de le vivre en ce moment. Si nos enfants sont formidables en sciences, en physique, en mathématiques, en biologie, il n'y a pas de problème pour eux, ils trouveront un job, ils finiront par y arriver. En revanche, sur la question de l'orientation, s'ils ne sont pas bons, s'ils ne sont pas formidables en physique, en biologie, en maths ou en informatique, il faut les envoyer vers des métiers que l'intelligence artificielle n'impactera pas trop. Et je reviens à ce que vous disiez, mais tout à fait à juste titre, sur les métiers entre guillemets manuels. Les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main ne disparaîtront jamais. Et c'est vers ça aussi qu'il faut orienter nos enfants. On parle de mission, que ça fait partie de la mission de l'entreprise, de faire en sorte que les salariés d'aujourd'hui, ça soit aussi les salariés de demain. L'acquisition de nouvelles compétences va justement nous permettre d'aller vers un niveau de qualification plus élevé qui va nous donner plus de clés, de moyens pour aller chercher du sens, pour être plus alignés, plus heureux aussi et créer plus de valeur économique. Donc la compétence, la notion de compétence à la fois pour les personnes, les pays et les organisations, les employeurs, je pense qu'elle est clé. Merci à tous les trois, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce talk jusqu'au bout, d'avoir posé vos questions, d'avoir contribué à son dynamisme et aux échanges, et à très bientôt.